Merci à vous qui venez de nous rejoindre pour la deuxième partie de Politicien, votre rendez-vous politique. Merci à vous qui êtes restés. M'a rejoint un invité, Estras Zikoumana. Vous êtes journaliste. La plupart de nos téléspectateurs connaissent votre voix puisque vous officiez sur une chaîne internationale très suivie sur le continent. Merci, monsieur Zikoumana, de m'avoir rejoint. Merci. Dikoumana, avec l'accent. Avec l'accent, mais si j'écorche votre nom, je m'en excuse. Patrick Mbeko et Innocent Mwosi sont restés également avec moi pour cette deuxième partie. Merci à vous d'être restés. 23 ans après le génocide de 1994, les voyants de la croissance économique au Rwanda sont au vert. Un taux de croissance de 8% depuis 10 ans, une inflation maîtrisée aux alentours de 5% et des réserves financières qui permettent au pays donc de lancer de vastes projets d'infrastructures. C'est un sujet bilan réalisé par Olive Adjakotante, notre correspondant au Rwanda. La culture de la bonne gouvernance, la bonne marche du processus de réconciliation après le génocide de 1994, l'effectivité de la promotion du genre et l'attrait des investisseurs étrangers au Rwanda sont autant de succès à mettre à l'actif du président Kagame durant ces 2 septennats. Pour plusieurs experts, il a su donner une stabilité au Rwanda et est le maillon essentiel de la transformation socio-économique du pays. Principalement, il a réconcilié la population. Et puis, il a mis en place un programme de développement. Parce que réconcilier les gens, ça les aider à mieux vivre aussi, eût été inutile. Et là, maintenant, nous sommes le pays qui fonctionne malgré le peu de ressources qu'on a. L'eau marche, le courant marche, l'administration fonctionne. Les gens vivent normalement. Malgré les avancées considérables du Rwanda dans plusieurs domaines, le président Kagame a régulièrement essuyé les critiques à l'international sur les questions des droits de l'homme, de la liberté de presse et de la vitalité démocratique. Chez nous, la confrontation n'est pas dans les mœurs des gens. Et même la critique sévère des dirigeants n'est pas encore dans les mœurs. Ce n'est pas qu'on empêche de parler. Je crois que le Rwanda doit s'engager davantage à donner une portion considérable de son budget à sa société civile. La présidentielle de 2017 se tiendra le 4 août. Hormis le président Paul Kagame, 2 autres candidats, Franck Habineza du Parti des écologistes et Philippe Mpayimana, un indépendant, ont émis la volonté de prendre part à cette élection. Monsieur Dikoumana, qu'est-ce qui fait la bonne santé économique du Rwanda que vous connaissez bien? C'est la gouvernance d'abord, c'est une question de leadership. En fait, il faut se souvenir que le Rwanda, il n'y a pas très longtemps, 1994, c'était un pays à genoux totalement détruit. Sur tous les plans, sur le plan humain, sur le plan économique, c'était un pays totalement détruit. Alors aujourd'hui, on peut même parler d'un miracle. Parce que si on regarde ce qui s'est passé, je parle bien sur le plan économique, ce qui s'est passé pendant ce laps de temps, on voit bien que quelque chose s'est passé, alors que c'est dû au leadership, c'est dû à une gouvernance, c'est dû à une administration très forte, voilà, qui essaie de mettre en place des plans et qui marchent. Monsieur Mbeko, une performance que vous soulignez? Il y a des avancées, il y a quelques avancées au Rwanda, il faut le reconnaître, mais il faut faire attention parce que sur le Rwanda, on dit tout et rien. On commence par nous dire que c'est un pays avec des chiffres croissance économique. Bon, classement Doing Business 2015 de la Banque mondiale, 46e sur 189. N'importe quel scientifique sérieux et rigoureux sait à quoi ça sert. Vous avez un pays qui dépend de l'aide étrangère à hauteur de 40%. Donc, quand il y a un pays qui dépend de l'aide étrangère à hauteur de 40%, c'est un pays pauvre. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup sur le continent africain. Exactement. Oui. C'est-à-dire que, pourquoi le Rwanda sert d'exemple? C'est la question qu'il faut se poser. Avant d'ailleurs que je réponde à cette question, il ne faut pas oublier une chose. L'ancien conseiller économique de Paul Kagame
un certain David Imbara qui vit au Canada, a clairement montré comment, quand il était là, comment est-ce qu'on falsifiait les chiffres. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose... La Banque mondiale... non, attendez, on arrive, parce que la Banque mondiale a été citée dans le rapport des Nations Unies sur le pillage du Congo pour sa complaisance envers le Rwanda. Ça, c'est dans un rapport de 2002 et 2003. Donc, on va être précis ici aujourd'hui pour ne pas qu'on raconte beaucoup de bêtises. Absolument. Donc, ça, c'est la première chose. Et les économistes rwandais les plus sérieux, dont M. Emmanuel Akizimana, ont fait la démonstration que tout ça n'était qu'un mirage. On peut faire une parenthèse. On nous a présenté l'Angola comme un pays très riche en Afrique. Il a suffi d'une petite crise pour que ce pays se retrouve à l'agonie, en faillite. C'est pour dire ceci. Le Rwanda, Kagame a compris une chose. Au niveau de la com, comme on dit. Kagame a compris que tu peux être médiocre et savoir, si tu sais te vendre, les gens vont t'apprécier. C'est comme ça que les États-Unis se vendent. Les Rwandais ont accès aux soins de santé. Les Rwandais ont accès à l'éducation. Tous les enfants rwandais ont accès à l'éducation. Si vous rencontrez les Rwandais... Mais il faut objectiver. Non, on va être objectif. J'ai bien dit au début qu'il y avait quand même des progrès, qu'il ne faut pas rejeter de revers de main. Mais il ne faut pas non plus oublier que Kagame est le roi de la com. Kagame a compris ce que la plupart des chefs d'État africains n'ont pas compris. C'est-à-dire qu'avant d'être bon, tu dois déjà savoir te vendre. Et il est entouré des conseillers anglo-saxons et son travail marche très bien. Ça, il faut que les gens le sachent. Quand je parle ici d'un pays qui dépend de l'aide étrangère à hauteur de 40%, nous voulons d'une Afrique, moi je suis de la jeune génération, tout à fait. Je veux d'une Afrique qui ne dépende pas d'aide étrangère à hauteur de 40%, qui prétend être avancée. Je veux une Afrique qui se suffit à elle-même. C'est ça ma conception. Donc je pars d'un autre paradigme. On peut parler de guerre de paradigme. Pour revenir au Rwanda, le problème du président Kagame est très simple. Kagame, bon gestionnaire, je ne pourrais le dire parce que c'est conseiller économique, je parle de son conseiller économique qui dit que tout ça n'est qu'un mirage. Maintenant, quand la Banque mondiale présente des chiffres sur Kigali, comme je l'ai dit précédemment, il ne faut pas oublier que cette Banque mondiale, la même, avait fermé les yeux sur les entrées financières du Rwanda par rapport au pillage du Congo. Et cela a été documenté par les experts des Nations Unies. On sait aujourd'hui que tous les projecteurs sont braqués sur Kigali pour que ce pays serve d'exemple à d'autres pays africains. C'est-à-dire qu'aussi longtemps que ces pays seront les sous-traitants officiels... On voit les chefs d'État africains qui se déplacent, qui vont au Rwanda s'inspirer du modèle rwandais. Parce que Kagame a compris ce qu'eux n'ont pas compris depuis très longtemps. Kagame a compris l'importance de la com. Quand ils vont se rendre là-bas, vous savez que le Rwanda, c'est pas Kigali. Hein. Il ne faut pas l'oublier. Le Rwanda, c'est pas Kigali. On sait très bien aujourd'hui, et il y a une documentation qui montre que dans les zones rurales, la situation est extrêmement difficile. Et ces gens-là, vous savez quoi? On les cache aux caméras. Parce qu'il faut présenter un Rwanda prospère et un Kagame grand leader, un grand visionnaire, ce qui n'est pas véritablement le cas. Le bilan n'est pas aussi reluisant que ça. Je ne connais pas, je ne sais pas, j'aimerais connaître ces scientifiques, ces experts qui sont plus experts que la Banque mondiale, USAID, DFID, la BAD, etc., auxquels se réfère mon collègue ici. Il faut arrêter de mystifier. Il faut arrêter de mystifier. Vous qui vivez au Rwanda, à Kigali précisément, et qui vivez la situation de l'intérieur, mais parlez-nous, s'il vous plaît, du bilan économique et social. Vous savez, le défi, personne n'est en train de dire que le Rwanda est un pays riche et développé. Non, le défi de ce gouvernement, c'est de dire en 2020... Il sera un pays à revenu intermédiaire. Voilà, c'est ça l'objectif. En 2020. En 2020. Et ça, ça passe par des actions précises. Pour nos téléspectateurs que dans un pays à revenu intermédiaire, les revenus par habitant varient entre 1046 $ et 4125 $. Voilà. Aujourd'hui, ils sont à 725 à peu près. Donc, alors qu'il y a quelques années, ils étaient à 200 comme le Burundi. Vous voyez déjà le pas qui est franchi. Donc, c'est 40%. Par contre, les pays qui sont à 40% de dépendance... Que le président soit dans la com, non, c'est pas... Vous savez, la com, ça fait parce qu'il faut aussi... Mais c'est pas ça, c'est pas la com qu'il faut... Tu ne peux pas faire de la com quand tu n'as rien à vendre. C'est pas possible. La com pour la com, ça se dégonfle vite fait. Il y a des enjeux qu'il faut relever, il y a des défis qu'il faut relever. C'est l'énergie, où il faut aller plus loin, c'est l'électrification, c'est les infrastructures. Il y a beaucoup à faire. 40% de dépendance, c'est déjà beaucoup moins que beaucoup d'autres pays africains. On est d'accord. Donc, c'est énorme, encore une fois. Mais ce qui me paraît vraiment fondamental qu'il faut que l'on comprenne, il faut arrêter de mystifier Kagame, d'en faire un communicateur hors pair. Non, il y a du concret. Il y a du concret. Si vous permettez, on va citer un expert de la Banque mondiale, un rapport des experts des Nations Unies. Il ressort clairement d'un échange de notes entre des membres du personnel de la Banque mondiale
que la banque était au courant de l'accroissement notable des exportations d'or et de diamants d'un pays qui en produit très peu, et allusion au Rwanda, et qui exporte des quantités d'or qu'il n'est pas en mesure de produire. Des discussions entre membres du personnel de la Banque mondiale confirment que cette situation était connue. Au cours de l'une de ces discussions, un membre du personnel prévenait un collègue que le silence de la Banque mondiale se retournerait un jour contre elle. Monsieur Beko, on pourrait dire que c'est un rapport parmi tant d'autres. Exactement. Mais on ne peut pas. C'est un rapport des experts de l'ONU. Je ne parle pas d'un rapport congolais. Ce sont des experts des Nations Unies qui ont clairement dit ceci, qui ont expliqué en partie. Ils ne sont pas les seuls, parce que je peux aligner des rapports ici. Ils ne sont pas les seuls à avoir dit que la croissance économique du Rwanda repose en partie sur le pillage du Congo. Ça, c'est connu mondialement. Vous l'avez dit tout à l'heure, M. Nzikouman a dit non. À un moment donné, effectivement, le Rwanda était un pays exportateur du cobalt alors que le pays n'en produit pas. Comment on peut l'expliquer? Vous êtes le voisin, vous avez longtemps séjourné, enfin, résidé au Burundi, vous avez fait beaucoup de reportages sur ces questions-là. Expliquez-nous aujourd'hui, c'est un mythe ou une réalité? Non, c'est-à-dire un peu, il y a une chose qu'il faut vraiment, sur laquelle il faut être clair, c'est qu'au Congo, une partie des minerais congolais passe par les frontières des pays voisins. Ce n'est pas seulement le Rwanda. L'or aujourd'hui, c'est l'Ouganda et le Burundi. Le Burundi, par exemple, produit à peu près 300-400 kilos, mais il en exporte 1500, à peu près 1600 par an. Et donc, on prend des transits pour des exportations rwandaises. C'est-à-dire, ce sont des... Une seconde, je n'ai pas fini. Alors, le Rwanda, d'après toujours ces experts et d'après les enquêtes qui ont eu lieu, le Rwanda, une partie des terres rares, voilà, qui sont produites au Congo passerait par le Rwanda. Donc il y a de ces choses. Mais soyons clairs, séparons les choses. Hein. Il y a ce trafic qui se passe, mais là, en parlant un peu du développement de ce que l'on constate sur le terrain. Voilà. Le Rwanda, c'est un pays pauvre. Il est toujours classé dans les pays pauvres, pays en voie de développement. Personne ne l'a nié, je pense. Personne ne peut le nier. Moi, ce que je dis, et ce que les gens constatent, c'est que quand même, sur le plan économique, là, j'ai parlé, nous sommes toujours sur le plan économique, c'est que ce pays, en 1994, était totalement détruit. Génocide, la majorité ou pratiquement toute la population qui se vide du Rwanda, qui part, etc. Il a fallu reconstruire le pays et en quelques années, il a rattrapé beaucoup de pays et il les a dépassés. Il y a tous ces chiffres, ces histoires de chiffres, de statistiques qui seraient un peu trafiquées. 13% de taux de chômage, on le verra tout à l'heure. Qui seraient un peu trafiquées. On en entend parler, notamment par certains instituts à Londres, etc. Ça existe. Mais la réalité sur le terrain, c'est qu'il y a des choses qui se sont faites et qu'il faut saluer. Ça, c'est sur le plan économique. Et d'ailleurs, de toute évidence, le président Paul Kagame dit rester très populaire dans son pays. On écoute le président Paul Kagame, ce qu'il dit de sa popularité au Rwanda. En Afrique, personne n'est populaire avec son peuple. Si vous l'êtes, vous êtes un dictateur. Être populaire, c'est donc une chasse gardée des pays développés. Les autres, quand ils sont populaires, ce sont des dictateurs. Monsieur Beko, vous qui êtes africaniste, on peut être populaire après 23 ans de pouvoir. On peut l'être, c'est vrai, on peut l'être. On n'est pas pour autant dictateur. Je laisse ce qualificatif au Rwandais, mais je pense qu'il y a quand même, il faut revenir. Vous savez, dans le cas du Rwanda, c'est un peu compliqué. Bon, je ne veux pas rentrer dans la mathématique ethnique, on va m'accuser de prendre parti pour le je ne suis pas rwandais. Il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est que le Rwanda est une poudrière. J'ai toujours dit que ce pays est une poudrière. Il l'est encore? Il est encore une poudrière. Le problème du Rwanda, c'est que vous avez un régime tyrannique qui oppresse et tout le monde a peur. Les gens ont l'impression d'être surveillés au Rwanda. On a entendu une intervenante du sujet qui vient de passer du reportage dire nous n'avons pas la culture de la contestation au Rwanda. Il faut faire attention. Il n'y a pas la culture de la contestation, mais on sait comment Kagame est arrivé au pouvoir. C'est ça le problème. Kagame est arrivé au pouvoir après un coup d'État militaire violent qui a occasionné un génocide. Il ne faut pas l'oublier, Kagame est soupçonné et même accusé, et c'est reconnu d'ailleurs par les experts des Nations Unies, d'avoir abattu l'avion du président Habyarimana, élément constituant l'élément déclencheur du génocide. Le juge est saisi de l'affaire, on n'a pas encore les conclusions de l'enquête. Attention, la justice espagnole avait déjà conclu à la responsabilité de Kagame de 40 personnes l'entourant. La justice espagnole ne peut pas accuser... Non, c'est n'importe quoi. Excusez-moi. Il n'y a pas eu de procès. Maintenant, quand on parle
de la présence de Kagame à la tête du Rwanda. Tout le monde sait que Kagame s'est imposé à la tête du Rwanda. On sait très bien qu'au Rwanda, si on mettait un candidat sérieux comme Madame Victoire Ingabire face à Kagame, Kagame n'aura pas de chance. On le sait très bien. C'est pour cette raison que cette dame-là a été arrêtée. Désolé, c'est n'importe quoi. Pour une affaire à dormir debout. Non, ce n'est pas à dormir debout. Pourquoi Madame Victoire Ingabire a été arrêtée? Elle a été arrêtée parce qu'elle a un dossier d'implication avec le génocide. Mais non, on sait très bien que pourquoi son avocat a négocié avec le procureur? Parce qu'il y avait des preuves. On sait très bien que l'accusation du génocide sert de... Pourquoi ces avocats ont négocié avec le procureur? Parce que des preuves de son implication étaient produites. Mais bien sûr, mais vous ne connaissez pas le dossier. Vous ne pouvez pas le dire parce que vous êtes à Kigali. Je comprends. Mais je vous dis que... Attends, vous connaissez mieux, vous qui êtes en dehors que moi qui suis là-bas. Je vous accorde le crédit, mais je sais très bien qu'il ne peut pas le dire. Mon ami, ça fait... Vous pensez qu'il dit plus de 30 le ans. contraire de ce qu'il pense? Le général Ça fait plus de 30 ans que j'exerce le métier de journaliste en toute indépendance. Ma réputation n'est plus approuvée. Je vis au Rwanda, je travaille au Rwanda. Vous voulez que je vous cite le nombre des journalistes assassinés au Rwanda? Mais ça se passe de tout commentaire. C'est une discipline olympique, l'assassinat de gens qui... Vous fantasmez constamment de manière... Est-ce que vous avez... Ça, c'est un débat très passionné. Non. Essayons de recentrer les choses. S'il vous plaît. Essayons de recentrer les choses. Nous avons parlé du bilan. Nous avons parlé du bilan économique qui est très réduisant, même si, bien sûr, le pays est encore pauvre, même s'il y a encore des pauvres au Rwanda, il y a encore une population pauvre qui est assez importante, 40% à peu près de la population qui vit encore en dessous du seuil de pauvreté. Mais c'est un pays qui avance. Ça, il faut le reconnaître. Absolument. Avec un développement avec une gouvernance quand même qui est beaucoup appréciée. Une lutte contre la corruption. Une lutte contre la corruption, même si là aussi, il y aurait des choses à redire. Alors, il y a sur le plan politique. Sur le plan politique, moi je pense toujours que lorsqu'on veut lire l'histoire aujourd'hui, lire aujourd'hui le visage politique du Rwanda aujourd'hui, il faut toujours le replacer dans le cadre historique, c'est-à-dire un peu, si c'est vraiment, nous sommes encore dans les conséquences. Le Rwanda est né dans la douleur, est rené dans la douleur. Le Rwanda d'aujourd'hui, vous voulez dire, est rené dans la douleur. Il existait, il a dû renaître dans la douleur. Après, un tel génocide reste toujours des traces. Exactement. Et donc, voilà, qu'est-ce qui se passe? Il y a eu un génocide, il y a le FPR qui prend le pouvoir, après qui prend le pouvoir, d'accord? Lorsqu'il prend le pouvoir, qu'est-ce qui va se passer? Il faut bien reconnaître que le pouvoir, aujourd'hui, sur le plan politique, il y a des avancées à faire. Là, il y a vraiment, il y a des choses, il faut démocratiser davantage l'espace politique. Je pense que c'est l'un des défis de ce nouveau septennat. Ce sera vraiment l'un des défis de ce nouveau septennat. Démocratiser, ouvrir un peu l'espace, aux autres, parce que le FPR est perçu comme un parti Tutsi par certains, etc. Il faudrait ouvrir un peu plus l'espace, etc. Bien sûr, tout en tenant compte du fait que, et ça, ce n'est jamais oublié, un pays qui a vécu un génocide ne peut plus être le même. Et justement, dites-nous, M. Ndikoumana, certains observateurs prédisent un contre-génocide le jour où Paul Kagame quittera le pouvoir. Quelle est la réalité de cette prédiction? Dites-nous. Prédire un tel... Peut-on s'attendre à une vengeance? Moi, je ne le prends pas comme ça. Par exemple, un des défis de Kagame, un autre défi de Kagame, c'est lequel? C'est vraiment pouvoir construire une alternance. Lui-même avait dit qu'il n'allait plus pas se représenter au bout de son deuxième mandat. Il avait juré qu'il ne se représenterait pas. Il a changé d'avis parce que la population lui aurait demandé. Mais voilà, il faut son défi... Sur initiative populaire, 4 millions de Rwandais ont demandé... Son défi aujourd'hui, son défi maintenant, c'est de pouvoir passer le flambeau. Il n'est pas éternel. Un pays, lorsqu'on a un rêve, lorsqu'on veut construire quelque chose, il faut aussi que ça puisse... que ce soit dans la durée. Donc c'est important. Avant d'évoquer les défis du prochain président et surtout les attentes donc, des Rwandais vis-à-vis de celui qui sera élu le 4 août 2017, M. Mozo, une question simple. Pourquoi le président Paul Kagame n'a-t-il pas livré un seul Tutsi au TPIR? On n'a jugé que des Hutus. Alors que les rapports disent clairement qu'il y a aussi des Tutsis qui ont pu se rendre coupables. Parce que le TPIR s'occupe du génocide. Les crimes qui peuvent... Il y a beaucoup d'autres crimes. Il y a des Tutsis, il y a des officiers, des soldats qui sont en prison, qui ont été même exécutés pendant la guerre parce qu'ils s'étaient adonnés à des crimes. Ça, c'est reconnu. Il n'y a pas de doute sur ça. Il n'y a pas de doute. Mais maintenant, le TPIR juge le génocide. Les auteurs du génocide. Bien sûr.
faux. Et pas seulement, hein, il y a quatre. Il y a crime de guerre, il y a crime contre l'humanité. C'est pas que le génocide. Même les génocidaires, ils n'ont pas. Le statut du TPI est précis sur cette question-là. Attention parce que très rapidement. Vous avez dit que ça fait 30 ans, donc je pense que vous devez quand même connaître les dossiers aussi simples. Ça fait. Le mandat du TPIR était de juger les crimes, tous les crimes commis au Rwanda entre le 1er janvier 1994 et le 31 décembre 1994. C'était la raison. Le TPIR a été institué par une résolution du Conseil de sécurité et son mandat était précis. Quand Madame la procureure Carla Del Ponte a essayé de faire des enquêtes sur les crimes du FPR. Il y a eu des bâtons dans les roues. Et même récemment, la juge canadienne, Louise Arbour, qui était procureure, a reconnu que Kagame avait tout fait pour qu'il n'y ait pas d'enquête. Et quand les enquêteurs des Nations Unies ont enquêté sur cette affaire-là, parce que j'ai discuté avec deux d'entre eux, ils ont dit que l'élément déclencheur du génocide, l'attentat, avait été commis par Kigali. Quand ils ont trouvé des témoins qui attestaient cela, vous savez ce qui s'est passé ? On leur a demandé de mettre fin à l'enquête et ils ont été dessaisis et cette enquête n'a jamais eu lieu. Donc, fantasme aujourd'hui. Fantasme qu'on invente. Le juge Trévidic a été à Kigali, il a fait des analyses balistiques. Pourquoi on veut enterrer son enquête? Non, on n'a jamais enterré l'enquête du juge Trévidic, mon cher. Mais suivez ce dossier parce que je le connais très bien. J'en parle d'ailleurs dans ce livre-là. Le dossier du juge Trévidic n'a jamais été enterré. Le juge Trévidic, il y avait un avis judiciaire qui avait été émis. Il y avait un rapport préliminaire qui avait été émis sur l'origine du tir du missile. C'était juste ça. Et les agents du FPR et des journalistes peu rigoureux ont voulu faire dire un rapport ce qu'ils ne disaient pas. C'est ça, de toute évidence. Qu'est-ce qu'il a dit? Non, on va laisser le journaliste conduire le débat. Il a montré que l'origine du tir, c'était dans le cadre de la garde présidentielle de Habyarimana. Probablement, et pas des positions. Non, c'était probablement. De toute façon, il y a toujours un débat sur ce plan-là. En fait, moi, ce que je ne comprends pas, ce sont les gens qui se montrent aussi affirmatifs pour des choses où on parle d'hypothèses, où on parle d'accusations, souvent sans preuve. Parce qu'il suffit que je sois opposant, que je dise que c'est Kagame. Le jour au lendemain, je change. Une seconde, je termine. Le lendemain, un autre va dire « Oh, ce sont les troupes d'Habyarimana ». Et d'ailleurs, le président Paul Kagame lui-même ne cesse de stigmatiser la responsabilité de la France, en tout cas dans le génocide qu'a connu son pays. De toute évidence, la question de la réconciliation, s'il vous plaît, de toute évidence, la question de la réconciliation entre les Rwandais sera au cœur donc de la campagne qui va s'ouvrir en prélude donc au scrutin du 4 août 2017. Mais nous entendrons tout à l'heure, après une courte pause, ce que pensent les Rwandais et ce que attendent les Rwandais du prochain président. À tout de suite.